Please listen carefully. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours de vie, tant professionnels que personnels, des femmes, des projets, qu'ils soient d'entreprise, associatifs ou culturels. Vous écouterez de quoi nourrir votre curiosité et vos questionnements sur les autres, le monde et vous-même. J'espère que chaque écoute vous donnera envie de mener à bien vos projets et participera à ouvrir votre champ des possibles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Mai Hua. Mai est artiste, vidéaste, créatrice du blog qui a commencé sous le nom Super Baity Mai et qui se lie aujourd'hui sur le site maihua.fr. Mai est aussi la réalisatrice du film documentaire Les Rivières. Les Rivières, c'est un récit intime sur le thème universel de la famille, réalisé en 6 ans et dans lequel Mai explore l'histoire de sa lignée de femmes, sa grand-mère, sa mère, sa fille et bien sûr elle-même. Les rivières, tout comme le parcours de Mai, c'est l'histoire d'une quête. Quête de beauté, quête d'intime, quête de vérité, quête de soi. Et c'est précisément de tout cela dont il est question dans notre conversation. Mai nous parle aussi de privilèges, d'argent, d'être artiste et d'avancer pas à pas avec comme ambition d'être pleinement vivante. Après l'écoute de cet épisode, je vous invite à prendre le temps de voir ou revoir le film Les Rivières. Il est disponible en ligne, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode, et je partagerai aussi toutes les infos sur les réseaux sociaux, le site et la newsletter de Génération XX. Je vous laisse découvrir cette nouvelle conversation et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mai. Bonjour Siam. Merci beaucoup de me recevoir. Comme je te le disais, tu es mon premier épisode post-déconfinement. Donc j'inaugure ça avec toi. Merci à toi, parce que c'est toi qui me reçois en fait. Oui. Tu me reçois chez toi. Voilà, comme ça on est toutes les deux l'invité de l'autre. Je vais commencer par une question simple et en même temps qu'on a toutes et tous posé 10 000 fois ces dernières semaines. Comment tu vas ? Bien. Mieux. Ouais. Je suis en train de redescendre. Oui, donc c'est le premier épisode après confinement. Disons que le confinement a été très intense parce qu'il y a eu des événements. J'ai perdu ma grand-mère en début de confinement. Il y a eu des agressions. Enfin, ça a été très très intense. Voilà, on était avec 2 enfants, mon chéri qui est thérapeute. Voilà, des consultations sur Zoom toute la journée. Donc en fait, on doit pas faire de bruit. On est tenus, tu vois, tous les 4 comme ça. En tout cas, 1 semaine sur 2 parce que j'avais les enfants en garde partagée. Donc on a traversé ce truc, vachement bien. Il pouvait y avoir des engueulades, etc. Mais c'était hyper sain. Donc on en parlait tout de suite, ça se réglait. Donc c'était entre crise de larmes, fou rire, rien du tout. Enfin, c'était vivre vraiment intensément, mais voilà, bien. Et le déconfinement, j'ai trouvé ça super compliqué, très très compliqué. Comme je te disais, je trouvais que en fait tout le système de croyances avait pas été reseté, et sûrement pour de bonnes raisons, mais du coup c'était l'idée que tu puisses toucher un pack de lait et en mourir, c'était toujours là, que tu puisses tuer ta mère si tu lui parles de trop près, c'était toujours là. Et du coup c'était genre maintenant c'est ta responsabilité personnelle, tu vois, qui t'engage dans tes mouvements, dans porter de masque, pas de masque, prendre le métro, pas le métro et tout. J'ai trouvé ça beaucoup trop, en fait, de gérer cette responsabilité-là seule. Et qu'on soit tous seuls dans ces choix-là. Et donc j'ai pas trouvé ça très très cool. Je m'y attendais pas en fait. Je pensais que ça allait être la grosse teuf, tu vois. Et en fait, il y avait ce truc de y a pas de médaille, il y a pas de c'est bon, la menace est derrière vous et derrière nous, on a bien fait notre taf, on a traversé la crise et vous pouvez reprendre votre vie. Et du coup, je suis restée confinée un certain temps en fait. Donc voilà, ça s'est relaxé petit à petit. Et je sais pas, j'ai repris le métro hier et je pensais pas dire ça un jour, mais ça m'a fait du bien. J'ai adoré prendre le métro parce que tout le monde porte son masque, tout le monde est courtois, intelligent. Voilà, on a notre gel. Voilà, il y a quelque chose qui reprend vie. Et puis voilà, maintenant il y a toute cette réflexion sur nos privilèges, sur le racisme qu'il faut
absolument combattre. Donc on est dans une sorte de mouvement et dans une sorte de dialogue incroyablement intense. Où il y a beaucoup d'antagonisme, mais avec tout le travail que je fais depuis toujours sur l'intime et sur les résistances que ça peut poser, je suis finalement bien aguerrie à tout ça et je trouve ça passionnant, quoi. Voilà. Quel a été et quel est maintenant ton rapport au temps ? Quel a été pendant le confinement ta sensation du temps ? Est-ce que c'était plutôt un temps qui s'étire ? Est-ce que tu vivais au jour le jour ? Comment est-ce que tu as pris la mesure de cette temporalité, entre guillemets? Et c'est marrant parce que je pense que avant le confinement, le temps était très très lié à mes déplacements. Ouais. Surtout que tu avais une actualité intense de projection de ton docu. Ouais. Voilà, j'avais ça, j'avais des déplacements programmés pour la province, mes enfants qui sont en garde partagée, donc qui sont tout le temps en alternance, mais moi aussi en tant que mère et pas tout à fait mère ou à mi-temps, mon chéri qui est à Londres, donc en fait on commute aussi. Donc en fait le temps était très très lié à ça, et puis il était très très lié au projet en fait. Aux projets qui se font, qui s'achèvent, qui donnent lieu à un autre projet, etc. Et en fait, le confinement, ça a été une énorme suspension parce que il fallait faire l'école à la maison, parce que il fallait être au service des mômes, et puis parce qu'en fait, mon cerveau, il pouvait plus créer, quoi. Moi, ça court-circuitait en fait. Et donc, le temps, il était totalement suspendu. Mais avec j'en avais parlé un moment, mais tu vois, c'était comme si mon âme était en train d'errer quelque part et que j'avais pas recollecté tous les bouts pour devenir l'entité, tu vois, qui est capable de réfléchir, de poser des mots, de créer, de ressentir. Donc il y a toute une partie de moi qui était totalement disloquée, quoi. T'avais déjà eu d'autres périodes comme ça où t'arrivais plus à créer, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose d'inédit? Non, ouais. Okay. Moi, je suis habituée en fait à gérer des périodes comme ça de plein puis de creux, de périodes aussi où t'as pas la main. Ouais. Parce que je pense que tu dois avoir ça aussi, mais quand tu crées, en fait, t'acceptes qu'une partie soit pas tout à fait de ton ressort et soit pas le fruit de ta volonté. C'est totalement faux, en fait. Et donc oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes de creux où alors vraiment, y a rien qui sort, y a rien, quoi. Est-ce que tu sais à quoi c'est dû? Ou tu penses que c'est plus un mouvement, parfois c'est là, parfois c'est pas là? Ouais, je pense qu'il y a un mouvement, je sais pas, un mouvement vibratoire, un mouvement du cœur, et puis du coup parfois il est en silence, parfois aussi il a été en grosse activité, et là je le voyais, tu vois, avec les rivières, donc mon documentaire, je l'ai lancé en VOD en décembre dernier, et puis il a donné lieu à des projections avec des débats. T'es venu, t'as vu à quoi ça ressemblait. Ouais. Et donc j'ai vu aussi un épuisement qui allait pointer. J'étais pas épuisée, j'étais pas du tout épuisée, j'étais en pleine montée, mais je sentais que tu vois, t'avais un truc comme ça de rayonnement qui fait que quand tu sers un propos, tu sers un projet, en fait, t'as aussi une fatigue parce qu'il y a rien qui rentre. Donc tout sort, ça sort parce que les gens attendent le projet, parce qu'ils ont des questions à poser, parce que tu sers, c'est plein de propos différents, et dans le film il y a plein d'idées que je sers, que j'aimerais servir, et tu sens que il y a plus rien qui rentre, et que du coup ça va s'assécher très très vite, parce que enfin pas très très vite, mais à un moment donné ça va s'assécher parce que tu t'es plus inspiré, t'as plus rien laissé rentrer, quoi. Donc je savais qu'il y avait un mouvement énergétique qui allait rebasculer dans un autre sens à un moment donné, et qu'il fallait que je reparte en jachère. Donc ces mouvements de vide et de plein, ça fait partie pour moi en tout cas de mon cycle créatif. Qu'est-ce qui occupe ton esprit ces derniers jours? Moi, je suis très choquée par ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière, mais je suis aussi choquée dans comment dire, quand tu chemines, t'apprends aussi que il faut des traumatismes, il faut des événements traumatiques pour grandir, parce qu'en fait tes constructions, elles sont tellement fortes qu'il faut un élément choquant pour venir fendre le mur, quoi. Et la semaine dernière, c'était un peu le buste, tu vois. Et en fait, il y a aucun sens à la mort de quelqu'un dans une telle violence, mais on peut en faire un événement déclencheur à une prise de conscience qui pour moi a été vachement forte.
parce qu'en fait, il y avait toute une partie de mon cheminement jusqu'à maintenant qui était un cheminement très très intime et qui devait rester intime parce que sinon j'allais me perdre dans les attentes des gens qui me suivent par exemple, ou donc il fallait que je reste au plus près, tu vois, du ventre. Et en amenant les rivières vers autrui, en fait je me suis rendu compte que cette place de mon récit, cette place d'un film qui fait place à 4 générations de femmes vietnamiennes et françaises, et en fait c'est pas si simple que ça, parce que moi je pars d'un propos du cœur et d'un cheminement humain. Mais évidemment quand tu le projettes sur dans la société, en fait la société structurellement a une manière de le recevoir qui est pas du tout celle de l'intime, quoi. Moi j'avais jamais par exemple cheminé sur des questions d'intersectionnalité, et là je me le prends en pleine poire parce que en fait c'est pris comme un propos intersectionnel alors que c'est pas du tout mon projet, et en même temps je trouve ça vraiment intéressant de comprendre couche après couche après couche après couche pourquoi ce film est là personnellement, et comment il peut m'aider à comprendre des enjeux qui sont politiques, qui sont structurels, qui sont systémiques, que j'avais pas du tout vu avant, quoi. C'est-à-dire que toi, quand t'as filmé donc l'histoire de ta quête, de ton histoire familiale, donc sur 4 générations, ta grand-mère, ta mère, toi et ta fille, vous êtes d'origine vietnamienne. Enfin, toi, tu es née en France ? Je suis née en France. Tu es née en France, donc de parents vietnamiens. Ta grand-mère est vietnamienne. Tu t'es pas dit... elle était peut-être même française à l'époque, tu vois. On spoil pas le film. Ah, pardon. Je rigole. Mais en tout cas, voilà, il y avait la colonisation bien et sûr. Tout, donc ouais. Mais donc tu t'es pas dit que c'était pas que c'était pas le propos, parce que c'est pas le propos, mais tu l'as pas vu en tant que tel. En fait, c'est pas que je l'ai pas vu en tant que tel, c'est que je l'ai vu, mais ça n'était pas ma quête. Ma quête, c'était vraiment un propos de comprendre le lien à la mère. Ouais. Comprendre le lien à la femme, ou à la féminité, ou au féminin, ou c'est quoi pour moi être une femme dans ma vie et dans ce monde. Et ma culture vietnamienne, ou en tout cas ce qu'on m'en a donné et ce que j'ai pu recevoir, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi et qui ne m'a jamais posé question. Ça pose question à mes parents, par exemple, de savoir s'ils m'ont suffisamment bien éduquée, si je suis suffisamment vietnamienne. Mais c'est leur problématique, mais ils me l'ont transmis, bien sûr. Mais si tu veux, ils ont une problématique par rapport à ça, parce que voilà, ils se disent, est-ce que j'ai fait assez bien, est-ce que c'était trop pas assez, ma fille parle pas vietnamien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. C'est eux qui sont en questionnement par rapport à ça, mais moi j'ai aucun questionnement par rapport à ça. Et donc du coup, moi je me mets pas en mouvement par rapport à ça, puisque ça me pose pas problème. Je me mets en mouvement là où il y a un problème, où il y a un mystère, où il y a potentiellement de la magie aussi. Mais ce qui m'a mis en mouvement, c'était la crainte d'être mère, la crainte d'être la fille d'eux, la crainte d'être une femme. Tout ça, ça m'a mis en mouvement. Et les rivières, ça a été ce cheminement-là. Et dans la réception du film, tu trouves que il a souvent été question du fait que c'était des femmes vietnamiennes? Je crois qu'on en avait... Par contre, on en avait parlé en termes de l'industrie. Exactement. C'est du ciné qui, elle, voyait ça avant de voir l'histoire de femmes. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que, alors, c'est plus subtil et c'est plus en interrogation. C'est pas aussi, c'est ça qui s'est passé. Bien sûr. Les gens qui voient le film, voient pas du tout ça. Parce que ce qu'ils voient, c'est un cheminement humain et universel qui les touche, qu'ils soient femmes, hommes, noirs, blancs, jaunes ou verts. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout il y a pas de séparation. Les gens donc j'ai lancé un blog il y a 9 ans, et les gens qui suivaient mon blog et qui me suivent sur mes réseaux sociaux aujourd'hui sont principalement des femmes. Donc j'ai principalement des femmes qui ont vu ce film aujourd'hui, mais quand les hommes le voient, ils se sentent pas du tout ostracisés, par exemple. Il y a pas du tout de séparation. C'est pas un film qui crée de la séparation. Cependant, ce film n'a eu aucune aide du système. Il n'a pas été accueilli par le système. Il n'a pas été porté par le cinéma français ou par l'industrie du documentaire français. Parce que pour les gens peut-être qui sont pas, je fais juste une petite parenthèse pour les gens qui sont pas forcément familiers avec l'industrie du cinéma, mais effectivement, il y a plein de systèmes d'aide, mais il faut rentrer dans certaines cases pour avoir accès à ensuite des diffuseurs, donc que ce soit la télé ou le cinéma, etc. Enfin, c'est un système qu'il faut percer. Exactement. Ouais. Et donc du coup, tout le système audiovisuel français est structuré par ça. Et moi,
à chaque étape, en fait, où j'ai tenté de rentrer en interaction avec ce système, c'était tout le temps, c'est trop petit, c'est pas oui mais non. J'étais bouleversée, mais il y a pas de, je sais pas comment vendre ça. Je fais du documentaire depuis 30 ans. J'ai pleuré pendant 3 heures, mais c'est pas exactement ce qu'on cherche. Donc on t'a pas dit aussi que c'était pas assez universel? Oh, bien sûr, on m'a dit ça. Ce qui est dingue. Voilà, on m'a dit c'est pas assez universel, c'est trop personnel, c'est pas assez universel. Personnel est universel. c'est absurde quand on a vu le film qu'on ait pu te dire ça en fait. Bah, en tout cas, on me l'a dit. Et on me l'a dit plusieurs fois. Et en fait, les personnes qui me l'ont dit étaient sincères. Elles sont pas dit, enfin, je sais pas quoi d'ailleurs. Elles étaient sincères. Mais si tu veux, quand tu mets bout à bout les choses, quand tu vois, voilà, l'histoire du film, c'est 4 générations qui vont se retrouver, qui vont dialoguer, qui vont essayer de cheminer ensemble, qui vont traverser des épreuves incroyablement difficiles et incroyablement humaines. Si cette histoire avait été l'histoire d'un homme auvergnat, qui va retrouver son père, son grand-père, son fils, vont monter dans un bus, d'accord, vont vivre ces histoires incroyables, vont les raconter, ils vont les présenter dans un film et à chaque fois qu'ils les présentent, les gens pleurent dans la salle, applaudissent, cheminent, rappellent leur père, etc. Évidemment qu'on aurait donné une place à ce film. Mis dans ces mots-là, c'est juste l'évidence. Donc en fait, individuellement, personne n'a voulu contrer ce film, personne n'a voulu et il a certainement aussi plein de défauts. Enfin, tu vois, qu'un producteur voit tout de suite, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que dans d'autres conditions, on aurait donné une place. Le système aurait donné une place à ce film. Comme tu disais tout à l'heure que tu t'es pas fait cette réflexion tout de suite, à quel moment tu t'es fait cette réflexion? Finalement, c'est assez récemment? C'est très récemment, parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion, en fait, quand j'ai mis les éléments les uns après les autres, parce qu'en fait, les éléments, ils sont suspendus sur un projet qui dure 6 années. Et en fait, c'est en voyant les réactions des gens. Parce que, si tu veux, moi, je suis pas réalisatrice au départ. C'est mon premier film, donc voilà, un professionnel me dit c'est trop petit. Bon, ok, c'est un premier film, c'est peut-être un peu trop petit. Un deuxième te dit c'est trop petit. Ok, bah effectivement, ça doit être trop petit. Alors évidemment, un troisième te dit c'est incasable. Je suis directrice ou directeur d'un festival, il est génial, j'ai retourné le truc dans tous les sens, mais il est incasable. Et là, en fait, au bout d'un moment, tu te dis mais bon, si tu vends des yaourts et que ton produit, il est incasable, bon, je comprends. Il faut essayer de retrouver les bonnes cases, etc. Mais quand tu bosses dans de la culture, à quel moment tu te dis, mais en fait, un beau projet ne peut pas émerger parce qu'il est incasable? À quel moment tu te dis, il va falloir qu'on crée une case incasable? Tu vois, parce qu'on fait de la culture et que c'est important. Une case autre. Cas autre. Où tu vois, j'ai été plusieurs fois membre de jury pour des balles de voguing. Je sais pas si tu connais le voguing. Ouais. Donc voilà, c'est un mouvement de gays new-yorkais des années 80, me semble-t-il, et qui a connu un nouvel essor dernièrement, notamment en France. Et donc j'ai eu l'occasion, tu as le grand honneur de faire partie de jury, voilà. Et en fait, dans ces jurys et dans ces compétitions, t'as plein de catégories. Et t'as la catégorie new style, old style, expérimental, realness, où en fait tu défiles en mimant le réel. Donc les mecs qui mettent des costards, etc. Tout ça sont des jeux et des performances, mais il y a une case expérimentale. Il y a une case où voilà, une autre réalité ou une autre création est possible. Et ben là, j'ai pas rencontré ça. Mais voilà, je suis en cheminement et peut-être que effectivement le film est pas entre guillemets assez bon ou qu'il est pas là pour gagner des compétitions. Mais la question se pose en tout cas. Quand t'as eu l'idée de ce film, tu t'es pas tout de suite dit qu'il était fait justement pour un circuit dans un système? Non, parce que pas du tout. Et puis tu vois, quand t'as pas l'aide du système au départ, ce film il devait se faire. Donc j'arrête pas le projet parce que j'ai pas des subventions, tu vois, ça a aucun sens. Donc en fait, ça a permis plein de choses parce que
parce qu'il a fallu que je persiste. Et cette persévérance, en fait, ça fait partie du cheminement. Et je pense que c'est beau et je pense que ça a une valeur. Mais parce qu'il y a des gens qui pourraient te dire... Est-ce que tu as besoin de ce système pour faire exister le film, sachant que, comme tu l'as dit, il a été réalisé, il est monté, il est disponible en VOD, donc en ligne. Tu réussis à faire des projections grâce à des gens qui soit trouvent un lieu, soit un cinéma qui devient partenaire. Et pour te dire, est-ce que tu as besoin ? En fait, oui et non. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est que on revient à cette question du systémique et de l'intime. En fait, on a l'intime de notre expérience et de cette œuvre rayonne en soi. D'accord, donc je peux poser mon film et ne pas en parler. Les gens continuent à le regarder, à l'acheter, à le partager. Et donc ce film a une vie en dehors de ce que je vais faire. Et je trouve ça hyper beau et ça m'apaise et en même temps. Il y a quelque chose en moi qui me dit, il faut que tu continues à te battre pour ce film. Parce qu'en fait, je trouve ça très très dur à dire, mais je trouve qu'il mérite d'être vu. Je trouve que les gens qui l'ont vu ont eu une expérience merveilleuse. Que parfois ça a changé des choses dans leur vie, que parfois ils me disent j'ai fait des rêves pendant une semaine de fou, j'ai pris des notes et j'arrête pas d'y penser parce que ça me fait cheminer sur plein de trucs. Il y en a qui me disent j'ai rappelé ma mère, je lui ai dit je t'aime, ça faisait 30 ans, ça a été incroyable entre nous et on a pu se dire des choses qu'on s'était jamais dites avant et en fait je me dis mais quelle est la dernière fois que j'ai vu une œuvre qui a eu cet effet sur moi, quoi? Franchement, il y en a pas beaucoup. Et en fait, on n'est pas dans le nombre, mais on est dans une profondeur d'action que je trouve belle et du coup qui mérite d'être partagée et qui mérite que je me batte encore un petit peu pour ça. Donc non, j'ai pas besoin du système pour faire ça, mais si je suis vraiment arrogante, je dirais les gens ont besoin du système pour porter des projets comme ça. Tu dirais que c'est de l'arrogance ? Ouais, je dirais que c'est de l'arrogance parce que je trouve que c'est dire pleinement mon film est bien et vous devriez le voir et je trouve ça encore un petit peu dur à faire. Mais je trouve que aujourd'hui le cinéma français aurait tout intérêt à porter des projets comme ça. Ce serait vraiment tout en son honneur, quoi. Mais bon. Absolument. C'est pas exactement ce qu'on a vu au César. Ouais. C'est un système qui génère beaucoup de frustration, mais comme plein de systèmes, parce qu'en fait, on a l'impression que, on se dit naïvement, si un projet est beau, si un film touche les gens, pourquoi est-ce qu'il est pas dans tous les cinémas de France? Et en fait, c'est pas comme ça. Et en fait, c'est totalement faux. Ouais. Et c'est totalement faux. Et il y a un vrai truc je pense que, surtout dans la sphère du développement personnel, par exemple, tu vois, où en fait, on dit t'es la source de tout et en fait, ce dont je me rends compte avec ces réflexions sur post George Floyd, c'est qu'en fait c'est pas vrai tout ça. C'est vrai sur une partie et moi je le sais parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et si j'avais si je m'étais arrêtée au constat que en tant que femme j'étais oppressée, j'aurais rien fait. Donc il est vachement important qu'à un moment donné, on travaille sur l'idée d'être la victime pour travailler sur l'idée de plus être la victime. Mais après, quand même, tout ce sur quoi se base le self-development, ça se base sur des philosophies yogiques, bouddhistes, amérindiennes, où en fait, le cœur de la culture était la guérison de l'individu. Or, on se rend compte aujourd'hui que le cœur de notre culture n'est pas du tout la guérison de l'individu. Le cœur de la culture est de nous séparer pour avoir des gens qui ont des privilèges dont le privilège principal est de même pas y penser et de penser que c'est faux et de penser que leur position est méritée et toute une partie de la population qui n'a pas ce privilège et qui gagne moins de thunes et qui n'est pas protégée en cas de problème, de violence, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut trouver la troisième voie. Les deux sont importantes et sont complémentaires, mais ouais. Tu disais, il y a une partie qui, du coup, parle effectivement de ce qu'on appelle la méritocratie et se dit que si elle est arrivée là, c'est parce qu'elle le mérite et dit aux autres, si tu veux, tu peux. Et en fait, c'est pas vrai. Et en fait, c'est pas du tout vrai. Non. C'est-à-dire que c'est vrai pour une partie. Oui. Tu peux avoir Obama président, mais
Obama président, c'est un homme providentiel qui a eu un parcours providentiel et un caractère aussi qui fait que c'est possible, et du travail, etc. Ça n'empêche pas que le système va tuer, tout simplement tuer des gens qui sont pas Obama, qui sont noirs, mais qui ont pas ses capacités intellectuelles, qui n'ont pas sa force de travail, qui n'ont pas même son courage. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, manquer de courage mérite que tu te fasses flinguer dans la rue? Non. Est-ce que même être voleur mérite que tu te fasses étouffer pendant 9 minutes sous un genou? Non. Donc en fait, il faut faire super attention, et même, je trouve que Michelle Obama, elle a vachement ce discours, si j'ai réussi, vous pouvez réussir. Et il y a toute une partie du discours qui est vraie, mais il y a toute une partie qui ne l'est pas et qu'il faut absolument interroger. S'interroger, c'est le parcours de ta vie. Un peu. Interrogatrice professionnelle. C'est pour ça que quand j'ai posé cette question de qu'est-ce qui occupe ton esprit ces derniers jours, je savais que ça pouvait amener beaucoup de discussions. J'ai revu une vidéo que tu as postée sur ton blog, qui est une vidéo question-réponse dans laquelle tu réponds à plein de questions de gens qui te suivent, notamment sur les réseaux sociaux, et dans laquelle tu réponds à une question. Donc, la question c'est: comment as-tu trouvé ta voix? Et donc ta réponse, et je vais la lire. Ouais. Comme ça va donner un peu de contexte peut-être à celles et ceux qui te connaissent pas encore. Mais donc tu dis, et je te cite: je n'ai pas de voix, c'est un pas après l'autre. À 12 ans, on m'avait demandé de me dessiner à 30 ans, et je m'étais dessinée avec un tailleur épaulette assise sur un bureau. Pas à côté du bureau, sur le bureau. Genre super boss de je sais pas quelle entreprise. Donc vous voyez, on n'est pas toujours très visionnaire. Mais bon, ça m'a engagée dans des études de commerce, j'ai fait du marketing pour une boîte qui fait de la cosmétique, puis ça m'a amenée à la couleur, puis à faire des études artistiques, je suis devenue color designer en freelance, puis j'ai ouvert un blog, puis je suis devenue vidéaste, et après je rencontre un mec extraordinaire, puis je me pose plein de questions, je chemine, je lis des livres, j'écris là-dessus. Donc voilà, j'ai pas une voie en fait, il y a pas de destination. Ouais, enfin, on va tous mourir, mais... Et tu finis par dire: moi, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, je n'ai pas de vocation, et donc peut-être que dans 2 ans, j'aurais encore changé de voie, je n'en ai aucune idée. Et donc cette vidéo, c'était il y a 2 ans. Ouais. Donc 2 ans plus tard, t'en es où par rapport à toute cette oui, c'est ça, ça continue en fait. Tu vois, je viens de réaliser deux films. Donc, il y a eu Les Rivières, il y a eu un deuxième film qui s'appelle Meetings with Remarkable Men, qui est en cours de remontage, là. Mais je peux pas dire que je sois réalisatrice. J'en ai aucune idée. Je sais pas si je vais faire un 3e film ou un 10e film. Et ma vie n'est pas dédiée à ça. En tout cas, j'ai pas l'impression. Je suis en train d'écrire un bouquin. Voilà, c'est un pas après l'autre, mais il y a une évolution quand même, avec une sorte de fil où en fait les choses font sens. Et il y a 2 ans, par exemple, j'avais pas encore fini Les Rivières, j'étais en plein questionnement sur beaucoup de choses. Et donc ces questions en fait trouvent des réponses, mais en amènent d'autres, et donc c'est perpétuel. Comment tu te sens par rapport à justement cette philosophie du petit à petit, du questionnement, du cheminement, et de pas savoir où tu vas? Il y a beaucoup de gens que ça angoisse de pas savoir où ils vont. Ah oui, ouais. De pas savoir où ils seront pendant 2 ans. Ouais. Est-ce que toi, tu peux pas fonctionner autrement? Non, je peux pas fonctionner autrement. Alors, il y a une partie où j'ai appris, notamment en devenant freelance. Tu vois, j'ai commencé en freelance vers 2004. Donc tu vois, ça fait un certain temps. Au début, voilà, ton truc marche et puis ça augmente, etc. Après, t'as la crise, t'as une première crise financière, puis une deuxième, et puis l'activité se fait en dents de scie, tes revenus se font en dents de scie, Covid arrive, enfin tu vois. Donc déjà, tu t'apprends en fait à gérer l'angoisse du lendemain. De l'inconnu, et puis surtout t'apprends, je trouve, mais après t'apprends si tu veux, parce que c'est pas pour tout le monde, je trouve. Et il y a plein de gens qui ont justement besoin, et qui le savent, qu'ils ont besoin d'avoir une structuration temporelle, salariale, une mutuelle, etc. Des collègues aussi, hyper important. Donc t'apprends à te connaître, et puis t'apprends que le téléphone sonne pas un moment, mais il sonnera un autre moment. Et si ça perdure, t'apprends aussi que en fait t'as des capacités incroyables, enfin dans mon cas, d'adaptation.
j'ai pris confiance dans cette capacité d'adaptation. Et donc ça veut pas dire que j'ai pas des grosses périodes de doute. Là, tu vois, on parlait de la sortie du confinement. Enfin, laisse tomber au niveau financier, c'est le dawa. Mais voilà, je sais que va y avoir quelque chose et que s'il y a rien, enfin en tout cas dans ce que j'avais imaginé, il y aura autre chose et qu'en fait j'ai une capacité à créer l'étape suivante qui est assez forte. Donc tu dirais que c'est vraiment avec le temps que c'est venu, t'étais pas comme ça au début? Non, et puis tu vois, j'ai commencé salarié dans une boîte, c'était structuré, j'allais bientôt être sur le bureau et non plus derrière. En tout cas, c'était ça la trajectoire. Et puis en fait, j'ai appris que voilà, il y a toute une partie d'inconnu qui fait partie de ma vie et qui est ok, avec lequel je suis ok. Sur ton blog, tu parles aussi du fait que avant, tu étais hyper perfectionniste. Ouais. Est-ce que ça allait justement avec cette idée de maîtrise, Bien de sûr. pas avoir envie justement de cet inconnu? Bien sûr. En fait, alors je suis toujours perfectionniste. Enfin, Ouais. je pense que c'est un pattern qui a été, tu vois, c'est une programmation qui est tellement profonde chez moi que ce sera toujours là. Mais ça va se manifester notamment dans les périodes de doute et dans les périodes où mon anxiété se développe. Donc en fait, t'apprends à t'observer et puis t'es entouré aussi. Tu vois, mes mômes, ils voient direct. Mon mec, c'est pareil. Mon ex-mari, c'est pareil. Donc en fait, voilà, tout le monde apprend à te connaître. Et donc t'as des miroirs comme ça où on te dit alerte, alerte, maman, perfection, angoisse, etc. Et donc du coup, on peut déconstruire le truc de plus en plus rapidement. Donc les cycles se font de plus en plus rapide. Mais ce désir de perfection, évidemment que c'était lié à un désir de contrôle. Et ce désir de contrôle, il était lié à un manque de confiance profond, qui n'était pas un manque de confiance en surface, parce qu'en surface, j'avais vachement confiance en moi, mais un manque de confiance profond qui, je pense, est universel. Tu vois, de douter de l'amour que tu peux avoir pour les autres, de l'amour que tu peux engendrer chez les autres. Donc je pense que ce doute, il est permanent, mais t'apprends à vivre avec, à le maîtriser, en tout cas à gérer les pensées qui sont automatiquement générées par ça et à plus y croire, quoi. Mais ouais, ce désir de perfection, de contrôle, c'était vraiment un désir d'être aimé, quoi. T'es plus à l'aise avec ça, d'en parler, de le reconnaître, et aujourd'hui, comme tu disais, de reconnaître quand tu recommences à avoir, je sais pas si t'appelles ça un travers, mais en tout cas, cette facette de ta personnalité qui peut t'angoisser. Ça, tu le sais parce que t'as fait tout ce travail sur toi, et c'est long. Ouais. C'est long parce qu'en fait, c'est une couche après l'autre. Ouais. Parce qu'une fois que t'as reconnu que tu souffrais de perfectionnite, donc déjà, c'est un énorme travail. La première fois, pour te dire à quel point j'étais perfectionniste, la première fois qu'on m'a dit « Non mais Maï, t'as un souci avec la perfection », j'ai fait une dépression. Alors, j'exagère un tout petit peu, j'étais en postpartum, ma fille elle avait 2 mois, j'étais en vrac hormonalement, j'étais en vrac aussi émotionnellement parce que tout ce truc du retour à la mer et de revisiter mon passé en fait a émergé avec l'arrivée de ma fille. Mais voilà, quand ça s'est fendu en fait, quand j'ai vu que quelqu'un voyait mon jeu, j'ai ressenti une honte profonde. Tu vois, j'étais démasquée. Et pourtant, ces stratégies étaient tout à fait inconscientes, elles étaient tout à fait incontrôlées pour le coup. Mais voilà, j'ai vu que quelqu'un m'avait vu et j'en ai fait une dépression. Et donc du coup, ben voilà, une fois que tu touches le mur, t'es obligé de travailler. Parce que pour le coup, j'avais l'urgence. J'aurais peut-être jamais fait le travail pour moi. Mais j'avais l'urgence d'avoir une petite fille de 2 mois. Et je pouvais pas laisser ça passer, quoi. Je pouvais pas l'abandonner comme ça. Donc il fallait que je taffe sur moi. Donc ça a commencé comme ça. Et puis en même temps, quand tu commences à travailler, là c'était avec un psy, en psychanalyse conventionnelle, j'ai mis au moins 3 ans avant de vraiment travailler. Et après, pareil. Et en fait, tu descends et tu descends et tu descends. Tu t'en rends compte au fur et à mesure des progrès que tu fais? Bien sûr, bien sûr. Enfin, je sais pas si t'appelles ça des progrès. En termes de connaissance de toi, en tout cas. Ouais. En fait, je dis souvent que à chaque fois que j'allais chez le psy, à la fin de la séance, j'avais l'impression d'avoir dénoué quelque chose. Tu vois. Simplement, à un moment donné, je me rappelle très bien, j'ai visualisé le truc. J'enlève le nœud, je sors de la séance et tout, et je me retourne et je vois la salle avec le psy qui attend son prochain client. Et en fait, le nœud, tu vois, le fil part vers une pelote qui fait la taille de la salle. Et je fais putain, mais j'ai pas le temps en fait.
je peux pas faire ça. Il va falloir que je passe la seconde. Ouais. Et en fait, à un moment donné, j'ai passé la seconde et puis la troisième et puis la quatrième. Et c'est vraiment ça aussi le pas à pas, c'est que t'as aucune idée de là où ça va te mener, mais tu sais que t'es sur la bonne pelote et qu'en fait, t'as plus le temps de tourner autour du pot, t'as plus le temps. Et donc du coup, voilà, ça, il y a une accélération qui se fait, mais le cheminement, il continue toute la vie. À un moment, justement, dans ton blog, tu résumes un peu les différentes quêtes qui font partie de ce cheminement. Alors, je sais pas si elles sont dans l'ordre ou si elles sont toutes liées entre elles au final. Il y a la quête de beauté, la quête d'intime et de vérité, la quête artistique et la quête de soi. La quête elle-même, ouais. Ouais, j'ai commencé le blog c'était un blog beauté. Au début. Donc c'était un blog beauté qui était, on me disait déjà qu'il était différent, qu'il était assez singulier parce que c'était pas du tout un blog qui était sur le produit et sur des tests de beauté, mais il y avait des réflexions sur la beauté et puis il y avait j'avais des tutoriels par exemple, mais c'était des tutoriels qui étaient très très liés à la sensation de beauté, au sentiment de beauté. Et puis surtout, j'ai commencé grâce à ça à filmer et à faire des portraits de femmes. J'étais obsédée par pourquoi elles se font belles, pourquoi c'est important pour elles, pourquoi ça l'est pas. Et en fait, ce qui m'a amené là, dans ce désir de beauté, en surface pour le coup, tu vois, très superficielle, sur les couches superficielles de l'épiderme. Ce que je cherchais en fait, c'était une idée de se reconnecter et de se reconnecter doucement. Il y avait cette idée de douceur. Les femmes, en fait, à chaque fois que je filmais, c'était tout le temps la même chose, mais je le voyais pas, et c'est pour ça que je retournais tout le temps filmer d'autres femmes encore et encore. C'était vachement de douceur au moment où elles se maquillaient. Il y avait un moment dans le regard où c'était posé, et c'était un moment de construction, tu vois, ou de création. Et puis, du coup, une fois que t'as dit ça, reconnexion, douceur, bienveillance, tu sais bien que c'est pas uniquement avec du maquillage que tu vas amener ça profondément chez toi, quoi. Donc, tu continues, et puis, voilà, du coup, il y avait cette idée de se créer, et donc, j'ai filmé plein d'artistes, j'ai filmé des hommes aussi, et puis voilà, petit à petit, ça s'est dépouillé parce que je voyais bien qu'en fait, en étant artiste, tu pouvais être totalement torturé et totalement bancal et pas comprendre comment être parent et avoir exactement en fait les mêmes problèmes existentiels que tout un chacun. Et du coup, ça s'est dépouillé. Et à un moment donné, alors il y avait aussi les gens qui faisaient à manger, il y avait donc c'était toute l'idée du soin de l'autre et de la transmission du soin de l'autre. Et à un moment, c'était plus rien du tout, quoi. Tu vois, c'était une maman qui fait une tarte pour ses mômes et c'est tout. Et c'était beau, en fait. C'était hyper beau et on vivait ces entre-deux, c'est rien faire, mais juste d'être, que je trouvais vraiment beau. Et puis après, il y a eu un truc quand j'ai rencontré mon compagnon Jerry, où en fait, tu vois, il y a un truc où il y a une sortie de matrice. Tu vois, tout d'un coup, attends, mais il y a des gens qui vivent ça, qui vivent comme ci, comme ça. Et donc, ma dernière grosse série, ça s'appelait Out of the Box. Et c'était rencontrer des gens qui vivent différemment. Parce qu'en fait, je commençais à percevoir que malgré toute cette beauté et toute cette bien-pensance, il y avait quelque chose de très très violent en dessous. Je voyais bien que, tu vois, c'était l'année où Trump a été élu, où il y a eu le Brexit. Je voyais bien qu'il y avait un truc que je comprenais pas parce que moi, je performais très très bien dans ce monde. Je gagnais plein de thunes. Le blog avait du succès et je faisais rien de mal. Mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose que j'avais fondamentalement pas compris. Donc du coup, je suis allée rencontrer, voilà, le chef d'une tribu hippie qui vit pieds nus sans électricité. Tu vois, je voulais comprendre au Pays de Galles, quoi. Donc pas loin, tu vois, mais j'ai filmé aussi beaucoup de gens, notamment de femmes, qui étaient dans des parcours de résilience, qui avaient vécu des gros chocs, une fausse couche, le décès d'un proche, notamment Aurélie, qui avait perdu son compagnon au Bataclan, et qui nous raconte en fait qui elles sont en fait, qui sont ces personnes. Alors pas malgré tout, mais avec tout ça. Et du coup, j'ai appris plein de trucs. Et donc, voilà, en même temps qu'il y avait tout ça, il y avait la famille et commencer à filmer la famille. Et en fait, le blog, la communauté, en fait, m'a dit, mais t'es prête pour un long, quoi, vas-y pour un long. Mais j'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais, honnêtement. Et en fait, c'est toutes ces différentes quêtes. Tu le disais tout à l'heure, la façon de la résumer, c'est la quête de soi, qui on est, et apporter peut-être pas des réponses à toutes ces questions, mais d'autres questions qui t'ouvrent à d'autres choses. Et en fait, en parallèle de toute cette quête, tout ça, ça a en fait façonné
ton travail Exactement. et ton métier. Exactement. Et ce que tu fais en fait tous les jours. Exactement, parce qu'en fait, plus j'avance et moins il y a de différence entre ce que je fais et qui je suis. Ouais. Ça devient peau de chagrin. Donc après, il y a toujours l'équation économique qui doit rentrer en jeu. Et en fait, j'ai justement choisi de pas me retirer dans une communauté hippie ou en Thaïlande où la vie serait pas chère. J'ai décidé de rester ici et donc du coup, il faut que je fasse rentrer. Donc j'ai toujours une activité professionnelle, enfin, on va pas dire professionnelle, mais pécuniaire, qui me permet de continuer à vivre dans ma communauté ici et qui est pas qui je suis, mais qui me permet d'être qui je suis par ailleurs, parce que cette quête et et tout ce qui en découle, ces films, ce livre qui arrive et tout ça, enfin ma vie n'aurait pas de sens si je pouvais pas faire ça. Est-ce qu'elle est difficile parfois cette équation entre c'est intéressant la façon dont tu l'as présenté ton activité pécuniaire et toute cette activité qu'on pourrait résumer en disant ton activité artistique parce que réaliser des films, écrire des livres, filmer les gens, enfin voilà, tout ça c'est être artiste. Est-ce que parfois c'est difficile ou est-ce que tu es très à l'aise sur ce qui ramène de l'argent, ce qui n'en ramène pas, ce dont tu as besoin en termes d'argent? Est-ce que tout ce sujet-là, t'es au clair avec? Non, pas toujours. En fait, je suis au clair avec quand j'ai plein de thunes. Là, ça va super bien, je me pose aucune question et toutes les équations sont bonnes, tu vois. Ouais. Mais quand j'en ai pas, en fait, il faut que je me pose la question. Parce que, tu vois, par exemple, là, il y a des boulots de commande qui vont sortir, là, qui sont en train de sortir. Et en fait, parfois, j'avais ce sentiment que je perdais mon temps en faisant ça et tout. Et en fait, je pense que c'est très, très important que je redescende aussi, que je devienne pas arrogante. En fait, je suis une artiste, donc du coup, quoi qu'il en coûte, c'est le cas de le dire, je dois totalement me concentrer à mon activité artistique, intellectuelle, créer et tout. Je pense que évidemment que si j'avais le choix et que demain j'étais rentière, j'occuperais tout mon temps à créer. C'est l'évidence. Mais je pense que pour moi, c'est bien de pas oublier en fait que la vie c'est ça aussi. Et du coup, bien sûr que c'est un tiraillement perpétuel parce que en fait, je viens de lire un bouquin dessus qui est incroyable, qui s'appelle The Gift, qui est un peu complexe parfois. J'ai pas réussi à tout lire, mais il y a des passages qui sont très très beaux en anglais. Donc The Gift, c'est à la fois le cadeau et le don. Nous, on a 2 mots, eux, ils en ont qu'un. Et en fait, il explique que il y a 2 économies en parallèle. En fait, il y a une économie capitaliste qui est une économie du bien. D'accord, donc je te donne, je fabrique un verre, tu me donnes 12 €, toi t'as un verre et moi j'ai 12 € et on a échangé, on a une parfaite équation entre les deux. Et puis en parallèle, t'as l'économie du cadeau. Et un cadeau, en fait, ça circule. Et souvent, on dit que beaucoup d'artistes diront, et on en parlait au début de la conversation, c'est comme s'ils ont un don. Ils savent pas d'où ça vient exactement, tu sais pas pourquoi tu chantes si bien, tu sais pas pourquoi tu sais écrire, tu sais pas pourquoi tu sais communiquer quelque chose à quelqu'un, ou même tu sais pas pourquoi tu fais si bien la compta, tu vois. T'as un don. Et en fait, ce don, il faut pas que tu le fasses mourir, il faut que tu travailles pour que ce don se développe et se déploie. Parce que si tu le fais pas, en fait, tout le reste de la communauté va en pâtir. Si demain t'arrêtes ce que t'es en train de faire, toute la communauté, toute la vie de la communauté va mourir un peu. Tu vois, pas totalement, mais un peu, tu vois. Donc, en fait, cette économie du cadeau, en fait, faut que ça circule et faut que tu travailles pour ça, mais elle n'est pas là pour gagner de l'argent. Tu peux, bien sûr, avoir une activité artistique qui te rend millionnaire, tu peux avoir un podcast qui te rend riche, mais le fond de cet engagement ne peut pas être pécunier. Et donc, du coup, comme nous, on vit dans un système capitaliste, il faut qu'on soit sur les 2 pieds en même temps. Parce que, en fait, on sait que demain, si mes films me rapportent pas une thune, etc., je vais pas devenir comptable. Ça n'a aucun sens pour moi. Je vais continuer à créer, si ça me rapporte pas de thunes, je vais continuer à créer le blog pendant 9 ans. C'est même pas que ça m'a pas rapporté de thunes, c'est que j'en ai dépensé pour monter, mais je le fais quand même. Parce que, existentiellement, en fait, ma vie n'a pas de sens si je le fais pas. Donc, du coup, il faut qu'on jongle sans cesse entre les deux. Parce qu'on sait que ce dans quoi on s'engage n'est pas fait pour devenir riche. Donc en fait, jamais j'aurai une sécurité financière par rapport à ce que je fais. Donc c'est mon choix et il faut que je le tienne et c'est pas c'est pas toujours simple, mais en tout cas, ça peut pas être motivé de cette manière-là.
Mais t'as voulu, à un moment, ou en tout cas, est-ce que tu t'es dit, ah, ce serait bien que je vive de mon activité artistique? Bien sûr. Mais encore une fois, dans ce livre, justement, il dit, pour les artistes, il y a 3 manières de gagner de la thune. Soit tu as une séparation totale entre ton activité artistique et ton activité pécuniaire. Donc c'est souvent ce que font les artistes fauchés, ils sont serveurs d'un côté et acteurs de l'autre. Est-ce que ça veut dire que ce sont des mauvais acteurs? Pas du tout. Ça veut juste dire qu'ils ont pour l'instant pas performé dans leur art et voilà. Mais du coup, ça a le mérite de vraiment totalement séparer les deux sphères et de pas corrompre l'une avec l'autre. Parce que quand tu passes en phase 2, alors option 2, t'as un mécène. Aujourd'hui, ça se fait plus le mécénat. C'est très très rare que quelqu'un de riche sponsorise une activité artistique parce qu'il juge que en gagnant de la thune, ça sert au moins à qu'une activité qui a du sens puisse émerger et puisse continuer de vivre. C'est très très rare. Il y en a, mais c'est très très rare. Et puis, option 3, la balance des deux, c'est-à-dire que tu veux vivre de ton art. Et aujourd'hui, parce qu'on est dans une société capitaliste, on valorise ça parce qu'on dit celui qui arrive à vivre de son art a réussi. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est une mythologie totale parce qu'en fait, quand tu es dans ce cas-là, et c'est possible et c'est très bien, je dis pas que c'est mal, bien sûr. Quand tu es dans ce cas-là, tu es justement toujours dans est-ce que ça va plaire au public, est-ce que ça va pas plaire au public, et ces questions sont valables, sont totalement valables, mais elles présentent potentiellement le danger que ton œuvre soit inauthentique parce qu'en fait elle répond finalement uniquement à des besoins économiques. Donc du coup il faut travailler mais sans cesse sur toi pour rester intègre, et en restant intègre parfois ça donne l'occasion à un énorme hit qui touche des millions de gens, et voilà, et parfois ça donne rien du tout au niveau économique, et c'est pas que c'est pas grave, mais ça veut pas dire que c'était pas valable. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire ce travail que toi tu fais, d'être au clair sur ces sujets-là, parce que sinon t'es en tension permanente, tu sais pas pourquoi tu fais les choses, t'es frustré, c'est hyper dur. Ouais. C'est toujours ce truc d'être en conscience du mieux que tu peux, parce que tu vois, t'es jamais totalement en conscience, mais de faire du mieux que tu peux, quoi. Alors, on poursuit avec donc on parle de la quête de la beauté, la quête de soi, la quête de l'intime. Tu l'as rappelé là justement dans ton dernier post en réaction, en tout cas dans lequel tu partageais ton sentiment suite au meurtre de George Floyd. Tu dis que ta quête, ça a toujours été celle de l'intime. On en a beaucoup parlé déjà de ton film Les Rivières. Toute cette quête, elle se matérialise, elle se sent en fait dans ce récit documentaire. Je crois que c'est comme ça que tu l'appelles. Ce truc de vouloir, avoir ce besoin de partager l'intime, de se mettre à nu devant les autres, ce besoin de créer. On a discuté de pourquoi est-ce qu'il t'habite, mais ce truc de le montrer. Est-ce que ça a été tout de suite inné chez toi? C'est-à-dire que est-ce que ce film au début, tu t'es dit je vais le faire pour moi, ou est-ce que justement tu t'es dit je vais le montrer? Et si tu t'es dit je vais le montrer, est-ce que tu as réfléchi à comment est-ce que ça allait aussi impacter tous les gens que tu as filmés, parce que tu filmes ta famille et ta décision de montrer l'intime, comment est-ce qu'elle impacte les autres? Bien sûr. Et comment est-ce que t'as cheminé sur ces sujets-là? Alors ça, c'est vraiment intéressant, cette question, parce que donc cette question de l'intime et du public, elle est très très importante, parce que l'intime, en fait, il y a un philosophe français qui s'appelle François Julien qui l'a théorisé dans un superbe bouquin que j'ai découvert sur ton blog, du coup. Qui est magnifique. Ce qu'il explique, c'est que l'intime, c'est l'intérieur de l'intérieur. D'accord, donc c'est pas quelque chose de personnel. C'est pas parce que tu montres tes seins ou que t'es dans l'intime. Quand t'es dans l'intime, t'es déjà dans une quête, et cette quête, c'est une quête de lien aussi, parce que quand c'est un lieu, l'intime, et quand tu es dans l'intime, évidemment t'invites les autres à être dans cet intime aussi, et donc d'être dans ce niveau, tu vois, de conscience et de relation, dans cette profondeur de conscience et de relation. Donc l'intime, ça n'a pas de sens s'il est pas partagé, en fait, d'une certaine manière. Ensuite, quand j'ai commencé le processus des rivières, je le faisais pour de mauvaises raisons. Je le faisais parce que je voulais absolument pas que ma fille soit, voilà, on m'a dit que je venais d'une lignée de femmes maudites. Donc j'ai pris ça un peu mal, c'était un peu dur. Mais j'ai tout de suite pensé à ma fille, et je me suis dit, mais déjà, c'est vrai. Et 2, si je fais rien, ma fille, je vais lui transmettre ce truc.
Ce qui paraît totalement fou de le dire maintenant que j'ai cheminé, etc. Mais c'était en tout cas mon état d'esprit il y a 10 ans. Et en fait, quand les gens la communauté du blog m'a dit « mais vas-y, lance-toi », il y a eu tout un cheminement entre l'intime et le public qui s'est fait, pas bien d'ailleurs, parce que justement, j'avais à cœur de montrer, alors qu'en fait, je posais la question à personne. Et alors même que je mettais tout le monde à poil, quoi. Et donc ça a été un cheminement entre notamment ma mère et moi, qui a été très très houleux, et qui a fini par se poser dans les rivières, parce qu'on a compris l'une et l'autre que ce qu'on était en train de combattre là, c'était une loi du silence qui avait duré trop longtemps et que il fallait cette explosion outrancière de montrer notre intime pour que ça cesse. Parce qu'en fait, cette loi était tellement violente que ça ne pouvait se faire que de manière violente. Et donc ce film a beaucoup de violence en lui, dans ce sens-là. C'est un film dont on dit qu'il a beaucoup de douceur, mais c'est un film aussi qui est le résultat d'une très très grande colère et d'une forme de violence quand même. C'est juste qu'elle est potentialisée pour en faire quelque chose, pour créer quelque chose. C'est ce que tu disais au tout début de notre conversation, quand tu disais que parfois on avait besoin en tout cas que un traumatisme ou une déflagration pouvait justement provoquer quelque chose. Exact. Et donc, pour ta famille, ça a été la réalisation de ce film? Ouais. Donc en fait, je vais pas le dire parce qu'en fait, du coup, c'est trop personnel, mais il y a eu ça a créé dans la famille, avec ma mère, mais aussi avec la famille plus généralement, mais des échanges et vraiment très 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 violents. Mais c'est pas grave en fait, parce qu'en fait, il faut que ça sorte. Moi, j'avais aucune idée que je mettais le doigt là-dedans et que j'allais provoquer ça, parce que pareil, j'arrive avec ma bien-pensance et avec l'idée que je vais documenter le retour d'une grand-mère mourante parmi les vivants en France. Et donc, sauf que voilà, j'ai aucune idée que je suis en train de mettre le doigt dans un engrenage beaucoup plus fort. Et donc voilà, mais en fait, je sais que par exemple, pour ma mère, c'était sans cesse, à chaque fois que je lui montrais un montage, parce que le montage a été très itératif. Ouais. Tu vois, ça a duré 3 ans, parce qu'en fait, je comprenais un truc, le montage m'amenait quelque chose, je le montrais à ma mère, ou je le voyais, ou à des proches, et puis ça me faisait réémerger autre chose, qui me faisait du coup remonter, parce que ça n'avait plus de sens, ce que j'avais fait avant, etc., etc. Et en fait, à chaque fois avec ma mère, c'était « Ah bon ?» Et puis, tu vois, un conflit, pour le dire... vite, un conflit. Et puis après, c'était, non, il faut que t'ailles plus loin. Un conflit, faut que t'ailles plus loin. Et donc, ça a été comme ça pendant 3 années, quoi. Donc, ça a été vachement dur. Mais on l'a fait. Maintenant, ma mère vient aux projections publiques. Elle débat avec, et je trouve ça incroyablement fort, tu vois, de faire ça. Et on arrive dans nos singularités, dans nos différences de point de vue, mais dans une écoute et dans une bienveillance qui est tellement incroyable, qui est tellement impensable en fait, que ça vaut tout l'or du monde, tu vois. Et la question, elle s'est posée aussi avec mes enfants. Elle s'est posée avec, alors moins dans le fait de les filmer, parce qu'en fait, mes enfants, ils ont grandi avec une mère qui filmait tout. C'était juste impensable qu'ils soient pas filmés alors que je filmais tout. Ça faisait partie de notre relation. Et puis après, la question s'est posée dans la diffusion, parce qu'en fait, autant il y avait des choses qu'on pouvait ne pas mettre dans ce film. Autant en fait, si les enfants n'étaient pas dans ce film n'existe pas. Et du coup, on s'est posé la question avec les enfants et avec leur père, du bien fondé. Quand on a conclu cette discussion, parce qu'on n'avait pas d'éléments d'expertise, on n'avait pas de, tu vois. Ma fille nous a dit un truc que j'ai trouvé génial. Elle nous a dit, mais c'est déjà plus nous en fait, ce film. Et j'ai trouvé ça incroyablement fin, incroyablement fort. Tu vois, ma môme, elle avait 12 ans, quoi. Et en fait, c'était ça. Ce film, c'est déjà plus nous. Par contre, c'est ce film qui nous aide à devenir qui on est aujourd'hui. Et donc, oui, en fait, on prend le pari il y a une part de risque, mais on prend le risque. Et on le prend en conscience et comme on le prend en conscience, on sait qu'on peut réévaluer le truc à chaque fois, en fait. En disant, bah non, en fait, là, on n'avait pas vu ce truc venir et on l'enlève. Donc on se sent libre en fait. Tout ce travail, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est ce cheminement vers, tu disais, il n'y a pas de destination à part le fait qu'on va mourir peut-être, mais qui est de se connaître, ou en tout cas d'être le plus... Je sais pas comment toi tu définis ça en fait. En fait, le plus vivant possible. Le plus vivant possible. C'est ça. Enfin, pour moi, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Parce que... Justement, le début du film raconte l'histoire de ma grand-mère qui était mourante au Vietnam, donc mourante vraiment
ne parlant plus, criant à la place, ne pouvant plus marcher. Et en fait, je la vois dépérir et je la vois morte de son vivant. Et en fait, ça existe, ça, pas uniquement pour des personnes vieilles, ayant un Alzheimer, et voilà, étant sur un chemin de sénilité. Ça existe pour tout le monde, en fait. Et moi, elle m'a mise en mouvement, ma grand-mère, parce que je commençais à être morte de mon vivant. Je commençais à fermer le bouquin en disant bon, c'est bon, j'ai compris. Et puis en fait, j'ai rien compris du tout. Et du coup, ce truc d'être pleinement vivant, c'est un chemin et c'est un combat de tous les jours. Et ma grand-mère, elle a eu l'opportunité d'être vivante à 91 ans. Et ben, elle a pris cette opportunité. Et c'est merveilleux, tu vois, c'est une leçon incroyable. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'être pleinement vivant, quoi. De pas vivre des demi-vies. À quel moment cette quête, ces questionnements et ce rapport qu'on a à soi, ça devient pas de... Comment on fait en sorte que ce soit pas de l'égocentrisme et qu'on soit pas juste centré sur nous, à vouloir se comprendre et comment est-ce qu'on fait ça pour aussi être bien avec les autres et comprendre le monde dans lequel on est, etc. Elle est où la frontière pour toi ? Alors moi j'ai eu alors il y a eu un truc avec le cheminement du blog où en fait c'était vraiment un pas après l'autre, tu vois, c'était un post après l'autre et chaque post me faisait évoluer et tout. Et en fait je voyais juste que là où je vibrais, il y avait toute une communauté de gens qui m'étaient totalement inconnus qui vibraient aussi. Et ça doit exister ça en fait. Faut se l'autoriser. Et du coup, je me disais, c'est un peu bizarre parce que plus je me révèle, même à moi-même, en fait, et plus, en fait, ça autorise les gens à se révéler à eux-mêmes. Et c'était un truc totalement fou, tu vois, que je me rappelle, j'avais le déclic, ça a été quand j'ai publié une vidéo sur un prof de sport qui s'appelle Monsieur Ramirez. Et c'est une vidéo qui fait 3 minutes où il nous montre en fait son travail avec ses mômes. Et sa majeure, c'est la danse et le hip-hop. C'est lui qui a importé le hip-hop dans tous les collèges de France. Et en fait, je vois ce truc, je me dis mais c'est un truc de malade. Je rentre chez moi, tu vois, je les filme, je rentre chez moi, je monte dans la nuit, je publie le lendemain et là je reçois des centaines de commentaires, des gens qui pleurent derrière leur... Tu vois, c'est une vidéo qui fait 3 minutes sur un prof de sport, quoi. Et je me dis mais c'est un truc de fou ce qui se passe. Et du coup, voilà, ce cheminement, le déclic que j'ai ressenti, j'ai appris que je pouvais le transformer pour qu'il y ait plein de déclics sur des gens que je connais pas, qui connaissent pas ce prof de sport. Et du coup, cette idée de circulation dont on parlait tout à l'heure, en fait, j'ai appris que j'avais ce truc-là, que je pouvais faire circuler des choses. Circuler les émotions. Circuler des émotions, des idées, les communiquer, etc. Et donc, du coup, toute une partie du blog a été vraiment de m'exprimer. Et ensuite, toute une partie a été de partager. Et c'est totalement différent, en fait. Je pense que le fait d'avoir ce pas à pas m'a aidé à dire en fait c'est peut-être narcissique, c'est peut-être égocentrique, mais ça crée quelque chose d'autre. Et donc ça se cantonne pas à juste du narcissisme, et parce qu'il en faut, hein. Il faut quand même vachement de narcissisme et d'égocentrisme pour raconter ta life et te dire que ça a une valeur, quoi, quand même. Enfin, tout ça pourrait pas exister si j'avais pas d'ego. Mais voilà. Et puis pareil, pour ce cheminement sur les rivières, sans cesse venait la question de est-ce que c'est pas un égo trip de ma boule, est-ce que... Tu te l'as posé cette question? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et surtout en fait au moment de publier, parce que il y a eu 5 années où j'ai filmé et monté, où ça m'a tellement transformé, ça nous a tellement aidé que tu vois, le pari était rempli. Et pour nous, si le film s'arrêtait là, c'était bon, quoi. Ouais. Et puis en fait, ce film a été crowdfundé, et donc je me dois quand même à minima de montrer ce film au crowdfunder, quoi. Bien sûr. Et donc j'organise une projection le 8 mars. Il se trouve que ça se tombe le 8 mars, tu vois, journée des droits des femmes en 2019 à la Fémis avec ma coproductrice. Et là, je vois les gens en larmes, debout, en train d'applaudir et tout. Mais je fais, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je savais que ce film parlait parce que j'avais fait des projets tests avant pour comprendre. Tu vois, on était une micro-équipe de 3. Fallait respecter le public dans le sens où que ce soit pas un égo trip justement, mais que ça transmette des choses et qu'ils comprennent et tout. Et je voyais bien que pendant ces projets tests, il y avait beaucoup d'émotions. Mais toute la dernière année, je me disais, est-ce que c'est un égo trip et tout? Et en fait, je le raconte, mais je fais une retraite, et dans cette retraite, il y avait une chanteuse
Donc son rôle, c'était de chanter, quoi. Et en fait, à un moment donné, je l'entends chanter, et puis je pleure, et puis je me dis, mais ce serait quoi ma vie si cette personne s'était dit, non, mais mon chant, c'est un ego trip. Si les écrivains s'arrêtaient d'écrire parce qu'ils pensaient que c'était un ego trip, si les chanteurs arrêtaient d'écrire, si toi t'arrêtais de faire ton podcast parce que tu dis, non, mais c'est juste un ego trip. On pourrait pas vivre, en fait, la vie serait juste invivable, quoi. Donc en fait, tout ce truc tu vas en parler de méritocratie, mais il y a un autre narratif de toujours rester petite, de ne jamais prendre de place, de ne jamais t'exprimer. Et moi, c'était justement pour ça que je faisais les rivières. C'était pour casser ce cycle de victimisation permanente, de silenciation permanente. Et donc du coup, diffuser ce film, c'était non, je vais le diffuser parce que voilà, ça a une valeur. Ce que je dis a de la valeur et du coup voilà, je me tiens debout, quoi. C'est la parfaite explication, ça fait hyper sens. Trop bien. Donc voilà, mais je dois toujours me poser la question et tu vois mais c'est ça qui est ça. Et tant que tu te poses la question, voilà, c'est que c'est ça. Ouais. Et ce truc de pas prendre le micro pendant le confinement pour toi, je pense que ça répond à quelque chose qui était juste. Parce que si tu l'avais fait, ça aurait été parce que tout le monde le fait. Et moi, je me rappelle au début du confinement, j'arrivais pas à poster. Et j'avais vachement honte, en fait. Parce que je me disais, mais putain, tout le monde s'exprime, tout le monde a un avis. Et j'ai une communauté qui me suit et qui... je dois envoyer un message. Et en fait, non. Parce qu'en fait, il faut le faire quand c'est juste pour toi. Et t'apprends ça, en fait. T'apprends qu'à un moment donné, en fait, si tu t'exprimes à ce moment-là, en fait, c'est pas juste. Et faut pas le faire. Merci. Merci à toi. Juste merci pour ce petit mot. Écoute, j'aimerais juste te parler d'un dernier post de blog. Je t'ai dit, j'ai refait tout ton blog. J'ai lu tous tes posts de 2017. Donc, tu es en plein dans le montage des rivières. Et justement, tu dis que c'est un moment où tu as arrêté le montage parce que tu te disais que tu faisais fausse route et qu'il fallait reprendre. Et donc, tu postes un extrait d'un livre de Ralph Waldo Emerson. Je vais lire l'extrait et tu me dis s'il te parle toujours. Je pense que tu sais à quel extrait je fais référence. Donc, je cite « Rire souvent et sans restriction, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés, apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur, laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès. Savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde, voilà ce que j'appelle réussir sa vie. » Ouais, c'est tellement beau. Ouais, ça me donne la chair de poule de le réentendre. C'est tellement beau. Ouais, ça me correspond toujours. Ouais. Et on en parle souvent avec Jerry parce que ce truc aussi de créer, ça doit toujours correspondre à quelque chose de tellement qualitatif que ça va transformer le cœur d'une personne. Et du coup, on doit en permanence résister au système capitaliste qui te dit t'as réussi s'il y a un grand nombre qui a été, tu vois. Et aujourd'hui, tout ce qu'on entend, c'est elle a rempli Bercy en 2h30, il a vendu 60 millions d'albums, il fait tant de chiffres d'affaires, il a vendu tant de billets et tout est comme ça, quoi. Et en fait, on doit résister à ça. Et je trouve ça assez dur, mais il faut sans cesse résister en se disant, voilà, il suffit qu'un enfant respire mieux grâce à mon travail pour que ma vie ait vécu la peine d'être vécue. Donc ouais, ça me parle, et ça me fait frissonner tout le temps. Et merci de me rappeler ces paroles parce que ça me fait du bien là. Bah, merci à toi de me les avoir fait découvrir. Merci beaucoup, Maï. Cette fois, c'est la fin de notre conversation pour le moment. Merci beaucoup, Siam. À très vite. Beaucoup. C'était génial. Un grand merci à Maï d'avoir partagé sa quête de l'intime et son histoire avec autant de sincérité. J'espère que cette conversation vous a enrichi et que vous courrez voir les rivières. Toutes les références de l'épisode sont en barre d'infos et sur le site generationxx.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Si vous souhaitez suivre les projets de Génération XX, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur generationxx.fr. Merci beaucoup pour votre écoute, prenez soin de vous et à très vite.